La bourse de Tunis résiste au coronavirus. Peu exposée sur les investisseurs étrangers, la bourse de Tunis montre une forte résilience face à la pandémie de Covid-19. Les mesures précoces prises dès le mois de mars ont été salvatrices. Dans un entretien accordé à Financial Afrique, le directeur général de la bourse de Tunis, Bilal Sarnoun, explique comment cette place financière a surmonté la vague du coronavirus. De vendre ou d'acheter au lendemain. Et ça a permis quand même de ne pas subir des fluctuations quotidiennes très, très importantes. On a vu des bourses même très développées qui étaient obligées de suspendre leur cotation. Nous, on ne l'a pas fait. On n'a pas arrêté la bourse, même pas une minute pendant cette crise-là. Et on a accompagné les investisseurs tout en essayant de leur donner le temps de réflexion nécessaire pour ne pas subir de fortes fluctuations. D'accord. Juste par rapport à cette période-là, c'était une occasion pour nous de tester le PCA, le plan de continuité d'activité, et nous n'avons eu aucune perturbation dans la gestion du marché boursier. Tout le monde était en télétravail et l'accès à nos plateformes était disponible 24 sur 24 et on n'a pas eu aucun incident sur le fonctionnement de la bourse, malgré le fait que les gens étaient obligés et étaient confinés chez eux et la bourse n'a pas eu de couac technique ou technologique à ce niveau-là. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, elle est due à la structure de nos investisseurs. Aujourd'hui, les investisseurs en bourse en Tunisie sont en majorité des investisseurs locaux, domestiques, et on a 24% uniquement d'investisseurs étrangers. Les investisseurs étrangers, c'était avant la crise, pour nous, c'était un point négatif. Il fallait augmenter, attirer davantage d'investisseurs étrangers. Mais le comportement des investisseurs étrangers dans d'autres marchés a été vendeur, surtout sur le marché émergent, parce que les investisseurs étrangers craignaient que les marchés émergents n'allaient pas réussir à survivre et à bien gérer la pandémie. Donc, il y avait un mouvement vendeur énorme qui en fait que, je pense, sur 2 semaines, il y a eu des retraits d'investisseurs étrangers de 42 milliards de dollars sur les pays émergents pour les ramener vers des pays ou des marchés développés et surtout pour les orienter sur des placements de dette souveraine moins volatiles et plus sûrs et moins risqués que le marché equity ou le marché action. Nous, en Tunisie, donc je disais qu'on n'a pas beaucoup d'étrangers. Sur les 24% qui représentent les étrangers dans notre capitalisation, il y a 22% qui sont stratégiques. Ce sont un peu les participations de banques internationales comme la BNP dans sa filiale tunisienne, ou l'UIB, ou Attijari Wafa Bank, ou le groupe Castel. Donc, c'est des participations stratégiques et de très, très long terme. Il n'y a que 2% qui sont volatiles et qui n'ont pas trop affecté le comportement boursier et le comportement de notre indice. La troisième raison, et là je reviens un peu aux investisseurs qui représentent les 3/4. Aujourd'hui, on a une bourse essentiellement de petits porteurs. Et on n'a pas beaucoup d'institutionnels qui font nos volumes quotidiens et qui font un peu le trading et qui orientent un peu les indices boursiers. Or, le comportement du petit porteur, de l'investisseur particulier, il est fondamentalement différent de celui de l'institutionnel. L'institutionnel a des obligations de rendement, de reporting, il doit rendre compte au board et à ses comités d'investissement et du coup, il doit limiter
limiter la volatilité de son portefeuille et doit prendre des fois des décisions de réalisation de bénéfices ou de pertes pour arrêter une tendance inconnue. Alors que le petit porteur ou l'investisseur particulier, s'il est en bon père de famille, il a tendance à reporter ses décisions de vente pour anticiper une relance et une reprise et un regain de confiance dans les titres boursiers et une revalorisation de nouveau de son portefeuille. Donc, on n'a pas eu le mouvement vendeur ou la panique n'a pas touché les petits porteurs qui constituent une bonne partie de notre capitalisation et de nos flux quotidiens. C'est plutôt une bonne nouvelle, M. Sahnoun. Maintenant, puisqu'on a remarqué qu'à la Bourse de Tunis, il y a une décision quand même majeure qui est prise par le secteur financier en reportant la distribution des dividendes à l'année prochaine. Est-ce que là, ce n'est pas un mauvais signal pour le marché, pour le petit porteur, sachant qu'on comprend bien la logique qui sous-tend au maintien des fonds propres? Oui, c'est vrai que cette décision, elle n'a pas été bien appréciée, bien entendu, par les investisseurs, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui attendaient ces dividendes comme rémunération de leur portefeuille ou pour le réinvestir davantage. Et on s'attendait à ce que cette décision ait un impact très négatif sur le comportement boursier. Là aussi, on a eu la bonne surprise, c'est que ça n'a pas beaucoup impacté. Je vous ai dit qu'on a atteint un creux à moins 14%. Aujourd'hui, on a réduit cette perte. Aujourd'hui, l'indice, il est à moins 7%. Donc, l'investisseur tunisien a compris le pourquoi de cette décision, essentiellement qui est émise par la Banque centrale pour les dividendes des banques, qui représentent quand même plus de la moitié de notre capitalisation, mais l'investisseur a compris que c'est un report de distribution de dividendes. Donc, ils ont bien compris la nécessité de renforcement des fonds propres, de garder le résultat de 2019 dans les fonds propres des banques pour améliorer leur capacité à surmonter la crise, à financer l'économie. Et je pense que c'est une décision qui, certes, au début, elle n'a pas été bien accueillie, mais aujourd'hui, je pense qu'elle est largement consommée et digérée, et expliquée et acceptée par les investisseurs. D'accord. Alors, la Tunisie fait partie des tout premiers pays africains à avoir pratiquement, je dirais, maîtrisé le coronavirus et pourvu que ça dure. Comment cela se répercute-t-il sur le marché? Est-ce que vous sentez un certain enthousiasme pour la reprise, notamment sur des valeurs liées au tourisme? Paradoxalement, la Tunisie, c'est un pays touristique, mais le marché, le secteur n'est pas représenté. On n'a pas d'entreprise touristique côté sur le marché. Donc, c'est aussi… pardon? Et vous n'avez pas d'entreprise touristique côté en bourse? Non, on n'a pas d'entreprise touristique côté en bourse. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, bonne mauvaise nouvelle. Oui. Elle est mauvaise parce que ce n'est pas normal que la bourse de Tunis n'a pas un secteur aussi important que le tourisme. D'ailleurs, ce n'est pas le seul. Aujourd'hui, la bourse de Tunis, elle est restée très petite parce qu'on a encore plusieurs secteurs qui près de la moitié de la formation du PIB de la Tunisie n'est pas représentée en bourse. Aujourd'hui, on n'a pas de tourisme, on n'a pas l'agriculture, on n'a pas les énergies et les mines. On n'a pas les télécoms, on n'a pas les utilities. Donc, vraiment, la bourse de Tunis aujourd'hui demeure de petite taille en raison de l'absence de plusieurs secteurs. Et c'est l'absence de ces secteurs-là, on peut en revenir. Elle est un peu historique, mais elle est surtout due à une volonté politique, parce qu'elle a une bonne partie et encore dans le giron de l'État, une volonté politique et peut-être aussi une résistance de la part des partenaires sociaux pour
les introductions des grandes entreprises et plus particulièrement les entreprises publiques à la bourse de Tunis. Mais on est en train de travailler là-dessus. Donc, pour revenir à la relance et aux secteurs qui sont affectés, aujourd'hui, il y a des secteurs qui ont été affectés directement, tels que vous avez cité le tourisme ou le transport aérien, où il y a des secteurs qui sont vraiment immédiatement impactés par la pandémie. Et il y a d'autres qui peuvent l'être dans la durée. Et aujourd'hui, nous avons un secteur comme les industries exportatrices, surtout dans le domaine de l'automobile ou de l'aéronautique, qui ont été affectés et on ne sait pas à quel niveau, parce que les donneurs d'ordre, les premiers clients européens sont en train de souffrir aussi. Il y a une mévente de l'automobile un peu partout dans le monde et qui impacte leurs fournisseurs tunisiens. Il y a un deuxième risque qui est important également, c'est la dégradation des risques sur le secteur bancaire. Et ça aussi, on va le mesurer probablement avec les états financiers des banques au 30 juin, mais surtout au 31 à la fin de l'année. Et ça, on ne sait pas quel va être l'impact sur les comptes d'exploitation des banques et quel va être le poids de la dégradation des risques dû à la qualité des clients bancaires et la qualité de leurs engagements et leur capacité à faire face à leurs engagements. Il y a des mesures qui sont prises par l'État pour soutenir les entreprises et rassurer les banques. D'abord en termes de prise en charge, de garantie, de crédit de soutien aux PME, garantie par l'État, et également en termes de gestion des taux monétaires. D'accord. Alors, juste deux dernières questions, M. Sahnoun. L'avant-dernière, c'est lié au PME. Toutes les bourses africaines ont toutes les bourses africaines ont cette particularité d'avoir un compartiment PME qui ne marche pas, même s'il est en place. Quid alors de la bourse de Tunis? Nous avons lancé un compartiment PME en 2007. Il s'appelle le marché alternatif. Malheureusement, de 2007 jusqu'à aujourd'hui, ce marché n'a enregistré que 13 introductions. Donc, c'est vraiment très, très peu, alors qu'on sait tous que notre tissu économique, il est essentiellement constitué de PME. L'analyse du non-fonctionnement de ce marché alternatif dédié aux PME a fait ressortir les constats suivants. D'abord, les conditions d'accès n'ont pas été très, très allégées. Et on a presque demandé aux PME les mêmes exigences d'accès au marché boursier qu'une grande entreprise. Donc, un business plan, un visa du régulateur qui fait 200 pages. Enfin, vraiment, les seules exemptions qu'on a faites pour les PME, c'est le niveau du capital. Donc, c'était très, très peu pour des PME qui n'ont pas des structures importantes et une capacité de faire face aux exigences du marché boursier pour se faire coter. Ça, c'était la première difficulté. La deuxième, et celle-là, c'est du côté investisseur, nous avons mis ce marché de PME, qui est un marché risqué, en face d'investisseurs non initiés, qui ne sont pas qualifiés pour apprécier le risque. Donc, on a mis aussi les petits porteurs dans ce marché-là. Et les petits porteurs, bien entendu, ils ont pris un risque qu'ils ne savent pas mesurer. Et une PME, elle peut surperformer comme elle peut disparaître. Et là, on a eu quelques mauvais cas.
qui ont non seulement touché l'image de marque de la bourse, mais également qui ont dissuadé d'autres PME à venir au risque de ne pas voir leurs opérations réussir. Pour parer à ces dysfonctionnements, nous avons engagé 2 chantiers. Le premier, nous avons revu en septembre dernier les textes réglementant l'accès des PME au marché alternatif. Et cette nouvelle réglementation, elle est venue alléger, mais considérablement, le processus d'accès au marché alternatif, donc pour le rendre facile, accessible et moins coûteux pour les PME. Et de l'autre côté, nous avons réservé exclusivement la souscription à ce marché alternatif et à des investisseurs qualifiés. Donc, les petits porteurs, les gens qui ne savent pas apprécier le risque, n'ont plus le droit d'y accéder et on l'a réservé exclusivement à un public d'investisseurs avertis et le texte a nommément désigné qui sont les investisseurs qualifiés qui peuvent financer ce marché alternatif et prendre ce risque de ce marché alternatif. Par rapport à ce marché-là, donc ça, c'est coté sur le plan réglementaire. Maintenant, sur le plan, on a monté un programme avec la Banque africaine de développement et avec la coopération britannique pour donner une première fournée de PME pour venir alimenter ce nouveau marché alternatif nouvellement réglementé. Le programme, il s'appelle Investia Entreprises et il consiste à accompagner 120 entreprises sur une période de 12 à 18 mois pour les préparer et pour les rendre, entre guillemets, un peu plus investissables au regard de ces investisseurs qualifiés, de leur donner de la visibilité et de les mettre sur ce marché-là pour que les capitaux risqueurs, pour que les institutionnels, pour que la CDC, pour que les grands investisseurs en portefeuille puissent s'y intéresser, puissent les voir et puissent les financer. Donc, on est en train de… Ce programme-là, il a été lancé en octobre dernier et là, on est en phase d'accompagnement des premières entreprises. D'accord. DG Sahnoun, c'est vraiment clair et on vous souhaite une bonne chance sur cette cohorte de PME. Mais ma toute dernière question est relative à l'intégration africaine. La bourse de Tunis, on peut dire, elle est relativement petite par la taille, mais très sophistiquée par ses instruments. Alors, est-ce qu'il y a un plan pour l'Afrique, un plan de double cotation, un plan de connexion, d'interconnexion avec les bourses africaines? Le sujet est vraiment d'actualité, mais le seul bémol, le seul frein à cela reste la législation d'échange en Tunisie. Aujourd'hui, nous avons une réglementation d'échange en Tunisie qui ne nous permet… Nous avons des sociétés qui sont doublement cotées. Par exemple, nous avons une société qui est cotée à la bourse de Tunis et à la bourse de Casa, une société tunisienne. Mais nous n'avons pas la fongibilité des titres. Donc, un investisseur dans cette société ne peut pas arbitrer sur l'achat ou la vente de ces mêmes titres sur l'une des bourses. Donc, s'il a acheté à Tunis, il doit vendre à Tunis. Et s'il a acheté à Casa, il doit vendre à Casa. Et donc, le problème, il est purement un problème de réglementation de change. La Banque centrale est en train de travailler sur quelques assouplissements, mais la situation économique de la Tunisie et puis la situation, l'incertitude et les difficultés amenées par la pandémie n'aident pas à une ouverture totale du change en Tunisie, à une déréglementation totale du change en Tunisie, mais on est en train de travailler là-dessus et j'espère qu'on aura assoupli là aussi les transactions entre nos pays frères et amis et puis là, je pense, il y a pas mal de choses qu'on peut partager ensemble et qu'il peut y avoir une forme de spécialisation là où une bourse africaine a un savoir-faire, elle doit
le partager avec d'autres. Et je plaiderai personnellement pour une seule bourse pour les commodities, peut-être une ou deux bourses pour l'equity, une bourse pour les dettes souveraines et le marché obligataire. Et je pense qu'on a tout à gagner, tous, à concentrer nos efforts là où une place est plus mature et est plus développée que d'autres. Il y a également toute la partie digitale, les nouvelles technologies, les blockchains qui aident dans cela. Et nous, en Tunisie, je pense qu'on a un réel savoir-faire technologique en la matière et ça serait dommage de ne pas en profiter tous et de ne pas commencer à réfléchir sur des plateformes communes qui nous permettent de conjuguer un peu à la fois nos talents, mais aussi de gérer ensemble nos capacités futures. Merci beaucoup, Bilal Sahnoun. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Bourse de Tunis. Merci et bonne journée à Tunis. Merci beaucoup et le bonjour à nos amis au Sénégal. Merci et bonne journée. Allez.